Pogné au volant de ta voiture pendant 7 heures, tu repousses ton départ. Mais là c'est l'heure, mets du gaz dans le char, pis du linge dans le sac. T'as besoin de renfort pour traverser le parc. Ça tombe assez bien, viens t'en, tu vas voir. C'est pas aussi loin que ce que les gens te laissent croire. La 117 c'est un pet, laisse-nous t'accompagner pour t'aider à la traversée. C'est la mission qu'on s'est donnée. Un café, de l'asphalte, 2 cafés, des épinettes, 3 cafés, plein de lacs, cligne des yeux, après sac, ton maillot, un canot, canne à pêche, puis de pêche. Pense à l'appareil photo de coup, tu vois des orignaux. La recette pour une balade parfaite, c'est le balado de la 117. Présenté par Westwood. Donc voilà, on vient de dîner. Magie, on est de retour. On va digérer avec vous. Et si vous autres, vous êtes fatigués de votre route, nous autres aussi, là, on a notre petit down d'après dîner. On va essayer de recrinquer un petit peu cette énergie-là avec nos beaux invités qu'on a avec nous autour de la table. Cathy Gauthier, qui est toujours là. Tu trouves pas ça trop dur? Un bon marathon, pareil. Ben non, mais c'est toi qui conduis. Moi, je suis côté passager. Là. Moi, c'est facile. Là. Moi, écoute, viens ici, je vais dormir pour le prochain... Non, pas pour le prochain segment. Je veux surtout pas dormir. Je rappelle un petit message de la part de notre département juridique qui s'adresse particulièrement à Cathy Gauthier. Oui. Cette émission contient des propos, des suggestions et des recommandations qui vous sont présentés par les animateurs et leurs invités. Ils ne reflètent pas l'opinion ni ne sont endossés par la mienne Westwood ou I Am Gold. Bon, cela étant dit, je vous dis quoi, tout le monde? Oui. Bonjour, quoi? Donc, on a une belle brochette d'invités. Richard Kistabiche, qui est avec nous, président de Ménouachine, qui est un organisme qui a pour mission de soutenir et développer et célébrer les arts et la culture Anishinaabe et autochtone. C'est bien ça, Richard? Anishinaabe, oui. Oui? Parfait. Donc, bienvenue parmi nous. On a aussi Amy Kistabiche, qui est attachée politique pour la communauté Anishinaabe à Picogan, mais qui est aussi très impliquée dans sa communauté, qui participe au powwow et à plein d'initiatives. On va pouvoir découvrir ça un petit peu tout le monde ensemble. Bonjour. Bonjour. Quoi. Et là, je réalise que vous avez le même nom de famille. Donc, est-ce qu'il y a aussi des liens de parenté qu'on peut faire? Moi, je sais pas avec qui mon père a couché. Je pense qu'on est cousins de loin. Peut-être qu'on est sœurs. Ah, ben oui. Et le dernier, mais non le moindre, Vincent Rousson, qui est recteur à l'UQAT. Et on l'a invité plus particulièrement dans ce segment-ci pour nous parler de l'École d'études autochtones. Bonjour, Vincent. Bonjour, quoi? Ben oui, quoi? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été un petit peu compliqué. On a eu une annulation de dernière minute. D'ailleurs, je remercie beaucoup Amy d'avoir accepté notre invitation à pied levé, qui a accepté de venir comme ça parler de sa communauté et tout ça. Donc, un grand merci pour ça. Yes. Puis, il y a aussi le fait qu'il y a un colloque autochtone. En ce moment, c'est un peu hasard. Donc, il y a plusieurs invités qu'on avait approchés, qu'on aurait aimé avoir au micro pour nous parler aujourd'hui, mais qui étaient malheureusement pas disponibles. Donc, Vincent qui vient remplacer. Mais bon, pour un recteur, ça fait un peu bizarre à dire, là. Ah, c'est merveilleux. En fait, j'étais un bon plan B. C'est ce que je comprends, là. C'est un peu comme ça qu'on l'amène, mais en même temps, ben, coudonc, on a le big boss vu que les employés sont occupés. Fait qu'on s'en plaindra pas. Puis, on espère que vous êtes bien au courant de votre département parce qu'on va vous en poser des bonnes. J'ai même participé à la création de cette école-là. Alors oui, je le connais bien. Bon. Je vais vous dire, c'est pas par hasard là, que le segment se retrouve en plein cœur du balado. Comme je disais, on est à mi-chemin, là. C'est parce que les Premières Nations sont au cœur de l'histoire de notre région. Je trouvais ça important de le reconnaître, de le souligner. Bien évidemment, on est conscient qu'il reste encore énormément de chemin à faire. Il reste encore des beaucoup ponts. D'éducation. Oui, des ponts à reconstruire. Rectifier les livres d'histoire. Exactement. Surtout, s'il vous plaît. Il reste des ponts à reconstruire. Il reste vraiment beaucoup de chemin à faire. Mais aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion pour les Premières Nations aussi de tendre la main à des gens qui auraient peut-être cette curiosité-là d'apprendre à vous connaître davantage. Donc, d'entrée de jeu, on le dit, on vend l'Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui et le nom Abitibi-Témiscamingue, on le doit à vos communautés, n'est-ce pas? C'est le nom de notre territoire, oui. C'est ça. C'est ça. Et c'est un héritage qu'on a de vous. Qu'est-ce que ça veut dire, Abitibi-Témiscamingue? On part par la base, là. Ça veut dire c'est le territoire des Anishinaabe. Oui. Mais aussi, ça veut dire... Abitibi, c'est
c'est la séparation des eaux. Oui. Le nord et le sud. Puis le Témiscamingue, ça veut dire que c'est creux par là. C'est lac profond, hein, c'est ça? Le lac profond, oui. Pour le lac de... Oui, c'est pour ça qu'il y a des voiliers là. C'est rare qu'on voit des voiliers en Abitibi. Fait que c'est une belle place pour ça, le Témiscamingue. D'ailleurs, on a une exposition qui va se tenir là durant l'été, là. J'invite tout le monde à aller voir ça à Ville-Marie. C'est quoi l'exposition? L'exposition NIN, c'est l'exposition sur notre langue. OK. Ah ouais? Oui, c'est le fun à maudit aller voir ça parce que c'est interaction, ça, cette exposition-là, puis ça vous permet d'apprendre quelques mots quand tu vas sortir de là, puis de jouer du tambour. Wow! C'est sur un voilier, c'est ça que je comprends? J'ai aimé ça, j'aurais tellement aimé ça. Mais c'est vraiment une belle opportunité pour l'exposition de se retrouver à Ville-Marie pendant tout l'été. Bienvenue aux touristes, allez voir ça. C'est à la salle d'exposition? C'est un petit peu plus loin que l'Abitibi. C'est là jusqu'à quand? Parce que moi, je vais être à Ville-Marie au mois de septembre. Est-ce que je pourrais encore visiter ça? Ça devrait être là jusqu'au début septembre, je crois. OK, tant mieux. Parce que si vous écoutez le balado plus tard, parce qu'il va être en ligne un bout de temps, ben malheureusement, vous avez manqué votre chance, mais je suis certain qu'il y aura d'autres initiatives aussi. Si je me trompe pas, là, je suis vraiment en mode aussi découverte. Là, ne m'en voulez pas, je connais pas tout sur les Premières Nations. J'ai vraiment envie d'être une éponge aujourd'hui puis que vous m'aidiez à apprendre, à comprendre votre communauté. Mais c'est ça, si je me trompe pas, il y a un nombre record de communautés ici en Abitibi-Témiscamingue sur notre territoire, là. Un nombre record. Ben, c'est vraiment... On est comme la capitale du Québec en termes de communautés autochtones. On en a beaucoup. On en a pas mal, oui. Mais on est une petite gaine aussi. Oui, on est quand même... C'est gros, là. C'était le gars, Lac-Simon. Moi, quand j'ai connu ça, c'était 400 habitants. Aujourd'hui, ils sont rendus à 2800. On sait comment ça marche, hein? Puis à Picogan aussi, on était à peine 300. Là, on est rendu à peu près... On est 1100. 1100. Ouais. Puis il y a les autres qui étudient à Guigues, là, qui encore, ils vivent comme autrefois, eux autres, là. Ouais. Pas d'eau courante, pas d'électricité. Allez les voir. Ils sont devenus très accueillants. Ils sont beaucoup moins sauvages que c'était. D'ailleurs, quand je t'ai fait montrer la lettre au début, là, les touristes n'aimaient pas bien les Indiens, là, hein. Il fallait qu'ils les tassent à au moins 20 kilomètres de la route. La 117 était une route défendue. On ne pouvait pas l'utiliser, on ne pouvait pas aller sur cette route-là. Ah! Ben voyons donc. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Je vais te montrer la lettre tout à l'heure. Ah ouais? Oui. Ça n'a pas de bon sens. Fait que nous autres, pour se rendre, mettons, pour se ravitailler, pour aller chercher du sucre, de la farine, toutes ces affaires-là, on le faisait encore en canot. Il fallait suivre l'ancienne route. Fait que la route était défendue. C'était comme ça, dans les années 40, 50. Ça n'a pas d'allure. C'est tellement frustrant puis gênant. Mais aujourd'hui, c'est ouvert. Aujourd'hui, tu peux y aller dans des communautés, surtout s'il y a une raison d'y aller. C'est ça que je voulais savoir. Est-ce que vous accueillez les gens dans vos communautés? Je veux dire, les gens peuvent venir vous voir. Là, ils sont les bienvenus. Ben oui. Comme juste en fin de semaine, nous, on a eu notre super powwow à Picogan. Et on a attiré au moins 2000 personnes. Fait que j'ai commencé à faire de l'anxiété tellement qu'il y avait du monde. Un peu de l'agoraphobie. Si vous avez raté le powwow de Picogan, il y en a un autre au Lac-Simon. Ça, c'est à tous les années. Là. Oui, c'est tout le temps vers les mêmes dates. Là, c'est quoi les dates? Pour Lac-Simon, c'est 23 et 24 juillet. Puis eux autres aussi, là, c'est ouvert. Ils ont même un tournoi de pêche. 10 000 piastres, le premier prix pour un doré, toi. Moi, je vais me pogner un chum c'est pêché. Il s'est pêché. On a des gens qui disaient que son ami a pêché un doré dans le lac Ossisco. Il aurait peut-être pu... Ben oui, c'est ça. On va te l'envoyer, ce gars-là. S'il pêche dans le lac Ossisco, imagine ce qu'il peut attraper dans un vrai lac. Tu vois, ça, c'est des belles opportunités pour des Allochtones d'aller visiter ces villages autochtones-là, parce que là, t'as une bonne raison d'y aller. Oui, mais c'est quand même récent que vous avez ouvert à toute la population. Ça fait quoi, 4-5 ans, non? C'est plus une habitude de la population. Ça. Ah oui, qui ne voulait pas y aller? Tu
Tu sais, la peur des Indiens, là, ça a commencé il y a longtemps. Ça a été entretenu, ça, cette peur des Indiens-là. J'aurais déjà apporté mon livre de classe de 5e année, là, dans les années 60. Il disait que les Indiens, c'était des sauvages, des guerriers, des scalpeurs, des voleurs, des violeurs. C'est tout écrit comme ça dans les livres. Fait que ça l'a créé une espèce de peur d'aller voir les Indiens. Mais c'est dommage parce que assister à un powwow, là, pour un allochtone, là, c'est une des... En tout cas, pour moi, c'était une des plus belles expériences culturelles que j'ai vécues. C'est extraordinaire, c'est beau à voir, ça vient nous chercher, le son du tambour, les chants, ça vient nous connecter, ça vient nous grounder en bon français, là, c'est impressionnant. Là. C'est vraiment, là, dans votre vie, là, assister à un powwow. J'ai pas eu l'occasion encore, j'ai pas eu la chance. Vraiment, je veux les découvrir, mais si on les fait découvrir à nos auditeurs qui connaissent pas ça, c'est quoi l'objectif d'un powwow? Je sais que c'est une célébration, là, mais au-delà de ça, le 21 juin, c'est la fête comme nationale des Premières Nations. C'est quoi la différence, disons, avec un powwow? Dans le fond, nous, le 21 juin, c'est un jour férié, au même type que le 24 juin de la Saint-Jean. Nous, on est fermés, puis ça dépend tout des communautés. Tu sais, je sais que le Centre d'amitié de Val-d'Or, ils vont faire une fête, là, puis dans le fond, c'est tout pour partager, tu sais, puis tout communautaire, puis oui, venez-vous-en, puis venez vous amuser avec vous. Il va y avoir des prestations musicales, il va y avoir une prestation de danse traditionnelle aussi, mais ça, c'est pas un powwow. Ça, c'est plus démonstratif, puis tandis qu'un powwow, ça, c'est vraiment une célébration, c'est vraiment... Célébrer votre culture, vos racines, vos traditions. Il y en a que c'est pour revivre leurs racines, de se réapproprier, parce qu'il y en a qui ont oublié. Mais justement. Ouais, c'est ça. Pour les gens de Montréal là, qui sont sur la route actuellement et qui nous écoutent, là, en fait, le parallèle que je pourrais faire, là, c'est entre la Saint-Jean-Baptiste puis les Franco à Montréal. Donc, la Saint-Jean... de la musique. Mais la Saint-Jean-Baptiste, on fête les Québécois dans son ensemble. Donc, le 21 juin, c'est qu'on fête les Autochtones. Mais un powwow, c'est comme les Franco. Donc, c'est festival de chansons francophones. Puis mais un powwow, c'est qu'on célèbre la culture, on célèbre les traditions. Mais le 21 juin, c'est qu'on fête tout. Fait que... Si j'ai un parallèle, la petite nuance qu'on pourrait apporter. Puis justement, maintenant, c'est ouvert à la population, aux Allochtones et tout ça. C'est vraiment une belle occasion, justement, d'aller créer des ponts puis de rencontrer ces communautés-là puis de découvrir leur tradition. Mais est-ce que aussi, il y en a dans les communautés, j'imagine, qui redécouvrent, qui retombent en amour avec leur propre tradition? Certainement. Puis il y en a que ça leur fait une sorte de guérison, tu sais, parce que c'est un mode de vie, parce que, justement, il n'y a pas... OK, je vais le dire, là, c'est vraiment plate que les gens pensent comme ça, mais, tu sais, il y en a qui pensent que c'est un gros party, tu sais, mais non, c'est vraiment... C'est sobre. Tu sais, si tu as consommé, tu n'as pas le droit d'être là. Tu sais, c'est la fierté, c'est de revivre tout ça. Puis, tu sais, moi, ma fille à moi, là, elle est métisse, OK? Elle est à moitié québécoise, moitié algonquine. Puis elle dit qu'elle est tellement fière quand elle danse, là, que, hey, moi, je suis une Anishinaabe, là, tu sais, je suis pas juste une petite fille aux yeux bleus, là, tu sais. Fait que, elle a quel âge? Elle a 8 ans. OK. Ouais. Fait que, tu sais, de grandir dans une communauté quand tous tes amis ont la peau brune, là, tu sais, la peau blanche. Pauvre elle. Mais... blanche comme Cathy, hein? Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, c'est de revivre aux gens, tu sais, la danse, puis de pouvoir partager, là. C'est vraiment festif. Moi, c'est comme que... Mon collègue ici, excuse-moi, c'est quoi ton nom? Vincent, excuse-moi. Comme qu'il disait, là, tu sais, une fois que tu y vas, là, tu pognes la piqûre, puis tu vas vouloir y aller tout le temps. Ouais. C'est important, de plus en plus dans vos communautés, j'imagine, on en entend parler, là, mais de reconnecter avec vos racines, avec tous les événements dont on connaît, puis dont Richard nous a parlé. On célèbre tout ce qui est défendu. C'est sûr. Dans notre vie. Tout ce qui était défendu, on essaie de le raviver puis de l'exposer encore plus. Puis en le faisant ça, on le fait pour nous, on le fait pour la famille, pour nos enfants, mais aussi, on invite aussi la population en général à venir être témoin de ce processus-là qui s'installe dans les familles. T'as juste à t'asseoir un moment donné sur le bord du terrain, puis regarder ce qui se passe. Tu vois des fois des grands accolades, des enfants qui pleurent, des femmes qui pleurent, les hommes, même des hommes qui pleurent des fois, parce qu'ils retrouvent à un moment donné ce qu'ils sont.
Leur identité, c'est incroyable. Parce que là, ça fait trop longtemps qu'on a été mis à l'écart, réduit au silence, défense de parler notre langue, défense de faire des célébrations de cette nature-là. Ça a toujours été défendu. Il y en a même du monde qui ont perdu leur vie à cause qu'ils faisaient ces genres d'activités-là, qui ont été exécutés littéralement comme ça. Ben oui, c'était effrayant. C'est pour ça que moi, c'est pas surprenant que les prêtres aient enterré des enfants. Là. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça, c'était comme banaliser les meurtres et les crimes qui ont été commis chez nous. Puis à cause de ces événements-là qu'on peut voir dans un powwow, toutes les démonstrations, des belles robes, des beaux costumes, du beau maquillage, la danse, ils dansent jusqu'à temps qu'ils tombent à terre, là, tu sais, parce que c'est leur moment à eux. Puis c'est notre moment, puis on le partage, ce feeling-là, avec les danseurs. Est-ce que c'est tout le monde qui danse ou c'est vraiment des professionnels? Ou c'est... Ben, il y a des catégories, hein. Il y a des compétitions de danse, mais aussi il y a beaucoup de danses dans lesquelles on invite tout le monde. C'est ça, on invite tout le monde. Tu vas aller danser, il y en a du monde qui danse tout le temps qu'il est là. Même quand c'est défendu de danser, ils dansent pareil. Ah oui? C'est défendu de danser? Ben, je veux dire, il y a des catégories de danse qui... on peut pas danser dans la mauvaise catégorie. C'est ça. Fait que là, des fois, ben, je pense qu'ils n'écoutent pas trop le maître de cérémonie, fait qu'ils vont là. Mais moi, je trouve encourageant de voir ce genre d'erreur-là, parce que nous autres, on le faisait au pensionnat aussi. Les choses qui étaient défendues, on le faisait pareil, même si c'était pas le temps, comme parler pendant la messe, mettons. Ou dire « Ngishka Wissen ». Ça, c'était un mot que Gino avait dit la première fois qu'il était arrivé au pensionnat. C'est comme un mauvais mot. Ça veut dire « j'ai fini de manger ». Habituellement, quand on a fini de manger au pensionnat, c'est silence. T'as pas le droit de dire un mot, mais lui... Il est allé dire, ça veut dire, j'ai fini de manger, enfin. Vous, c'est toi qui a dit ça, il m'a une claque derrière l'oreille, par exemple. C'est tellement scandaleux. Mais nous autres, on trouvait ça drôle, mais en même temps, c'était tellement triste. Bien, c'est plus que triste, là. Il n'y a pas de mots. J'ai envie d'ouvrir une question qu'on ne réglera pas ici aujourd'hui, c'est sûr et certain, mais sachant d'où on vient, sachant bon, Richard, tout ce que tu nous racontes, qu'on a entendu parler, puis qu'on entend de plus en plus parler, et c'est très bien comme ça. Comment on fait justement maintenant pour réconcilier? Tu sais, c'est la question qu'on pose, on dirait que c'est la question du 20e siècle, du 21e siècle. Mais c'est une démarche individuelle, ça. Oui? C'est pas une démarche d'ensemble. On peut pas répondre pour tout le monde. Ben, je dis, parce qu'il y en a qui le font tout seul, il y en a qui le font en famille. Puis ils expérimentent des choses dans lesquelles ils veulent comprendre, qui veulent savoir. Parce qu'on est toujours dans le non-savoir. Tant aussi longtemps que tu n'as pas commencé une espèce de processus de prendre ta conscience en main puis de le remplir. Ouais. Tu vas toujours être dans un néant, dans un non-savoir. Puis quand on est dans un non-savoir, à un moment donné, tu stalles bien raide, tu vas plus à nulle part, tu fais plus rien, t'es stallé, tu fais plus rien. T'as pas envie de faire quelque chose non plus. Alors, il faut créer des événements, des situations comme les powwows. C'est une maudite belle occasion pour créer un éveil de la conscience. C'est nous autres, ça. Ceux qui dansent en avant, c'est nous autres. Ça, c'est moi, ça, qui danse là, tu sais. Créer de la fierté. Je dis, je suis plus capable de danser parce que je suis trop gros, là. Mais quand je vois un danseur comme Jeffrey, moi, ça m'inspire, ça me donne de la nourriture spirituelle pour m'affirmer encore plus fort. Puis, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire, disons? Parce que là, on parle à peut-être des futurs, des éventuels touristes ou des gens qui viennent nous visiter. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut éviter pour pas heurter, justement, cette réconciliation-là? Ne prenez-nous pas en pitié. OK. Il ne faut pas aller dans cette trail-là. On ne mérite pas la pitié. Non. Vous êtes un peu fier, vous voulez le demeurer? Il faut introduire la fierté. Ça, c'est notre responsabilité d'introduire la fierté. Mais aussi
les seuls moyens que vous pouvez contribuer à ce genre d'affaires-là, c'est peut-être d'apprendre quelques mots de plus. Oui. Autre que le mot « couille » et ces affaires-là. Peut-être le ministère de l'Éducation pourrait saisir la balle au banc aussi. Puis, tu sais, on apprend l'anglais à l'école, mais on devrait peut-être apprendre la langue des gens qui habitaient sur le territoire. Là. Et comme on disait dans les livres d'histoire et tout ça, il faut que... Ça change, oui, c'est ça. Mais ça tombe bien, on a quelqu'un de l'éducation ici avec nous. Ça tombe bien, ça tombe bien. À l'UQAT, à l'Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue, on s'est fait un peu le devoir là, de s'assurer que les communautés autochtones soient représentées. En fait, c'est une histoire d'amour qui date du début de l'université. En fait, nous, on est la petite dernière création du gouvernement. En fait, on est la dernière université. On va avoir 40 ans bientôt. Ah oui? Officiellement, l'UQAT a été fondée en 1983, mais avant même que l'UQAT soit présente sur le territoire, il y avait des services universitaires, mais on donnait déjà des cours et on avait de la formation et du développement avec nos partenaires des communautés autochtones. Fait que pour nous, ça fait partie de notre ADN dès le départ. Puis oui, l'université s'est fait un devoir, un point d'honneur d'être un acteur de changement, en fait. Puis ça, autant en Abitibi-Témiscamingue, parce qu'on a des centres et campus un peu partout. On en a dans le nord du Québec, on est dans les Hautes-Laurentides, à Mont-Laurier, on est à Montréal aussi, sur Président Kennedy. On pourra en reparler plus tard. Mais bref, oui, c'est un point d'honneur, t'as bien raison. Puis comment on fait ça, justement? Vous êtes des précurseurs, en quelque sorte, donc on part de rien? À une époque où c'était pas sexy, c'était pas rentable financièrement parce que le gouvernement ne soutenait pas les initiatives autochtones. En fait, dès le départ, nous, on a institué une démarche pour, par et avec nos partenaires autochtones. C'est ça qui est important, il faut les impliquer. Là. Exactement, parce que pendant longtemps, il y a eu une approche colonisatrice de l'éducation en matière autochtone, puis Richard en a témoigné avec plusieurs exemples, en fait. Donc, dès le départ, pour nous, il faut absolument que nos partenaires autochtones soient sur la ligne de départ en même temps que tout le monde. C'est eux autres les experts. Exactement, donc on va co-construire, on va co-gérer nos programmes avec nos partenaires autochtones. On a lancé, pas plus tard qu'hier, une formation là, Autochtone 101. Donc, c'est comme ça qu'on l'appelle, là, nos employés autochtones, c'est comme ça qu'ils l'appellent à l'interne. Là. On a lancé ça officiellement hier. Donc, monsieur, madame, tout le monde vont pouvoir suivre. S'il y a une formation à suivre pour démystifier les réalités autochtones, bien, c'est ce qu'on a créé. Es-tu en ligne? Oui, aussi? exactement. Elle se donne en ligne. En ligne, une durée de 7 heures, que tu peux faire ça n'importe quand. Et quand on a mis ça en branle, puis c'était un rêve que caressait Janet Mark, notamment, là, qui est notre conseillère stratégique au développement autochtone et qui est avec nous à l'UQAT depuis de nombreuses lunes déjà. Donc, dès le départ, elle a commencé par s'adjoindre de représentants autochtones, avant même d'introduire de l'autorité universitaire, si je pourrais dire. Là. Donc, il y avait des partenaires autochtones autour de la table pour le penser puis le réfléchir. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. En fait, on travaille pour, par et avec nos partenaires. Mais qu'est-ce qu'on apprend à l'École d'études autochtones là, concrètement là, pour les gens qui nous écoutent? Plein de choses. En fait, il faut savoir que l'école, c'est la première école entièrement dédiée aux réalités autochtones au Québec. Il n'y en a pas d'autres au Québec. On est en train de terminer le premier bac par cumul en études autochtones. Ça existe nulle part ailleurs au Québec. Mais actuellement, on a surtout des étudiants qui sont inscrits dans des certificats, mais des étudiants de maîtrise, doctorat, qui s'inscrivent, qui arrivent d'à peu près n'importe où dans le monde et qui viennent mieux apprendre sur les réalités autochtones. Puis ce qu'on a dans notre corps professoral, on a des profs allochtones, on a des profs autochtones, on a des chargés de cours autochtones, allochtones, on donne des cours de langue, des langues Anishinaabe, Cri, on a un certain patrimoine en Inuktitut aussi. Alors bref, les étudiants viennent de partout. Puis ce qui est propre à notre université, en fait, c'est qu'on n'a pas de département en droit, on n'a pas de département en sciences politiques, mais on a des maîtrises et des doctorats sur mesure. Donc, on a des étudiants qui vont sortir avec une maîtrise ou un doctorat en droit autochtone ou en politique autochtone à travers l'UQAT, mais à travers des associations qu'on a aussi avec d'autres universités. Et est-ce que c'est réservé aux Autochtones ou c'est aussi ouvert aux allochtones? Écoute, c'est réservé à tous ceux qui ont un intérêt sur les enjeux autochtones, là, que tu sois Anishinaabe, Atikamekw, Inuit, peu importe, ou que tu sois monsieur, madame de Saint-Léonard ou de Québec, de Limoilou, en fait, tu peux t'inscrire.
Plusieurs de nos programmes sont à distance. Certains sont en présence aussi. On a mais disons que nos programmes transcendent l'École d'études autochtones. On a une initiative, notamment d'un professeur en travail social, Stéphane Grenier, pour ne pas le nommer, qui a donné l'entièreté de son cours au Lac-Simon. Donc, son cours, il amenait les étudiants au Lac-Simon qui travaillaient directement avec les aînés, avec les acteurs du milieu, pour faire passer de la théorie en travail social. On a des initiatives en éducation, on a des initiatives en gestion, on a des initiatives en santé. Bref, notre objectif, là, c'est d'être la première université à obliger tous nos étudiants à avoir suivi un cours sur les enjeux autochtones pour pouvoir diplômer de l'UQAT. OK. Donc, c'est bien. Ben oui. Est-ce que vous allez aussi ouvrir ça à l'extérieur de vos murs? Peut-être offrir ça... C'est ce qu'on fait déjà avec notre formation continue. En ligne, oui. En fait, notre formation continue, l'UQAT, c'est une des universités les plus reconnues au Québec en matière autochtone. Donc, on a fait un palmarès là, au niveau de toutes les universités au Québec, là, puis on arrive premier, deuxième, troisième, tout dépendant des enjeux, et ainsi de suite. Mais actuellement, notre formation continue forme la Sûreté du Québec. Donc, tous les policiers de la SQ passent à travers notre formation continue. Ça, c'est nouveau, ça? Ou C'est nouveau depuis quelques années. Ce qui s'est passé, malheureusement, avec le décès de Joyce Echaquan. Donc, on a eu le mandat, c'est nous qui avons eu le mandat de former non seulement les gens du CIS de la Naudière, mais plusieurs autres acteurs de CIS et de CIUS à travers le Québec pour briser ces tabous-là, ces mythes, ces préjugés qui perdurent dans notre société. Donc, on forme des gens au niveau de la sécurité civile. Bref, on forme énormément de monde au Québec. Quand on dit qu'on veut être un acteur de changement, là, ben c'est ça. Donc, on passe la parole aux actes. Bon, vous n'êtes pas chargé de cours, vous ne donnez pas les cours nécessairement, puis je ne veux pas nécessairement rentrer dans le micro-détail, mais je ne sais pas, c'est quoi l'angle d'approche pour justement ce type de formation-là? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Peut-être que Richard puis Amy peuvent témoigner. C'est quoi la différence entre un policier et un policier qui est formé avec les communautés autochtones? Ce que mes collègues mentionnent tout à l'heure, là, la triste réalité historique que les Autochtones ont vécue au Québec, là, ben, on confronte, on le met en pleine face aux gens en disant voici ce qui s'est passé réellement, puis voici vers où on doit s'en aller comme société aussi. Là. Puis ça passe par des gestes simples, parce qu'avant de devenir recteur, en fait, j'ai été prof pendant plusieurs années, puis j'ai toujours dit que parmi mes meilleurs étudiants, là, c'était mes étudiants autochtones. Puis un simple geste, j'étais dans une communauté CRI. J'étais à Waskaganish. J'étais prof en éducation, donc à travers mon enseignement, il y avait un concept que quand j'ai parlé de ce concept-là, bon, je l'enseigne, je me revire vers les étudiants, puis je dis « OK, avez-vous compris? » Mais écoute, ils me faisaient signe que oui, mais je voyais dans leurs yeux, c'était des yeux de chevreuil qui étaient éclairés dans la nuit en disant « Non, j'ai rien compris. » Puis là, questionne un peu pour me dire « Ben, ce mot-là n'est pas dans notre langue. On ne sait pas trop ce que tu veux dire. » Alors, ben parfait. Alors là, on a pris un pas de recul, puis pendant 1h30, mes étudiantes ont échangé entre elles en cris. À tout moment, ils me revenaient. C'est ça que tu veux dire? Pas tout à fait. On corrigeait deux. Là, ils repartaient en cri. Mais moi, je comprenais absolument rien. Puis là, ben, moi, j'avais des collègues qui disaient, mon Dieu, t'as perdu 1h30. Au contraire, j'ai gagné plus qu'1h30 parce que par le fait qu'ils ont pu échanger entre elles en cri, on a co-construit ensemble un concept dans leur langue qui n'existait pas. Donc, on a pu construire une sorte de dictionnaire didactique en cri à travers le cours, à travers nos interactions. Puis, ce que les étudiantes m'ont dit à la fin, on dit « Merci Vincent. En fait, tu nous as permis d'échanger en cri. » Puis quand Richard mentionnait qu'on n'avait pas le droit de parler notre langue, ben oui, tout au long de leur système d'éducation, de leur démarche, il n'y avait pas la chance de parler cri nécessairement. Là, de leur avoir permis d'échanger, de co-construire, ça a été pour elles une révélation. Fait que c'est par un simple geste de respect que cette dynamique-là s'échange entre allochtones et autochtones. Là. J'ai une question, moi. T'enseignais-tu le français en français ou c'était en anglais? J'enseignais en français, en anglais. Ah ouais, les autres, là, c'est 3 langues. Ouais, là, tout à comme fait. Moi, j'ai une nièce, là, elle a 3 ans, puis elle est avec un cri de Mistisini. Son père, il est de Mistisini, puis il parle juste anglais, français, cri. Puis ma sœur, elle parle français, puis algonquin. Et ça fait 4 langues, là. J'en reviens pas des fois. Fait que c'est pour ça que je me posais la question. Les cris, c'est-tu... L'enseignement est en français ou en anglais? En français, en anglais. On a souvent des co-teachers aussi de la langue. On fait beaucoup ça au niveau des Inuits. Donc, nos professeurs travaillent avec un enseignant, une enseignante Inuit qui est dégagé. Donc, il y a des parties en français, en anglais. Il y a de la traduction simultanée en Inuktitut pour s'assurer que tous les étudiants, que tout soit co-construit ensemble. Donc, l'idée, c'est de
de renforcer la langue avec les communautés avec lesquelles on travaille. Là. C'est une des raisons pourquoi moi je suis bien content là, parce que Richard, il nous frotte les oreilles souvent à l'université en disant vous devriez en faire plus, vous devriez faire ci. Puis il a raison, il faut que collectivement on en fasse plus. Fait que, donc pour toi, Vincent, en tant que recteur, l'université c'est vraiment, tu l'as mentionné, un outil important là, dans cette réconciliation-là. Là. Oui, tout à fait. On dit souvent que l'éducation, c'est le meilleur véhicule pour changer une société. Ben, moi, j'y crois vraiment. Puis nos diplômés autochtones, au fil des années, là, on a plus de 1000 diplômés autochtones. 1000 personnes qui sont sorties avec des diplômes universitaires, pas des diplômes à rabais, là, des diplômes en bonne et due forme de doctorat, de maîtrise, de baccalauréat, de certificat, de micro-programmes. Avez-vous un exemple? Ça veut dire qu'il y a des recherches qui se font? Avez-vous un bel exemple de découverte ou de conclusions intéressantes qui ont été faites du côté de l'UQAT? Oui, oui, il y en a plein. Tu sais, je vous parlais de co-gestion. Là. C'est très... Dès le départ, nous, quand on travaille avec nos partenaires autochtones, là, c'est sur un principe d'autodétermination. L'École d'études autochtones, le pavillon des premiers peuples qu'on a à Val-d'Or, en fait, notre objectif, là, c'est idéalement, là, ça prendrait une université dirigée par les autochtones eux-mêmes. Exactement. Puis d'ici à ce qu'on arrive là, nous, on travaille avec nos partenaires pour créer des programmes, des projets de recherche. On n'impose pas... écoute, là, je te donne un exemple bien précis. Là. Souvent, nos partenaires Inuits, ils crient. Quand le printemps arrive, là, souvent les cris disent « Ah, c'est la saison des outardes. » Parce que les chercheurs universitaires arrivent en avion, font de la recherche sur le territoire et repartent, sans nécessairement avoir parlé avec les acteurs du milieu, sans nécessairement revenir sur les enjeux de recherche. Mais là, aujourd'hui, nos partenaires autochtones ont décidé de mettre fin à ça. Ça, c'est génial, en fait. Donc, il y a des certificats d'éthique qui doivent être délivrés. On était la première université là, à avoir des Autochtones autour de notre comité d'éthique de la recherche. Donc, il n'y a pas un permis de recherche qui est donné à l'UQAT sans que nos partenaires autochtones l'aient vu. Donc, autant sur des enjeux autochtones que sur n'importe quel autre programme de recherche. Donc ça, c'était une première au Québec. Donc, il n'y a pas d'appropriation culturelle à aucune appropriation culturelle. Il ne faut pas passer par là. On en reçoit beaucoup, justement, au Conseil de la Première Nation Abitibi-Winnie. Moi, je filtre les courriels, puis on en a beaucoup des demandes de recherche. Puis ce que je trouve vraiment, comme qui dit qu'il passe par nous pour demander la permission, que ce soit la base, nous. Là, oui, c'est ça. Ça va de soi, me semble. C'est comme... Mais avant, c'était pas de même. Là. Avant, je veux dire, tu peux pas rentrer chez le monde sans t'annoncer ou sans cogner à la porte. Là. C'est ce qu'on faisait avant. avant. Tu rentres, salut, voyons, t'étais pas chez vous. Là. C'est ce qu'on faisait avant. Avant, c'était comme ça. C'était grossi, ça fait pas de sens. Mais aujourd'hui, ils passent par nous, puis souvent, les acteurs dedans dans la recherche, c'est des Autochtones là, qui sont, comment je pourrais dire ça, sollicités. C'est leur savoir à eux qui vont être dans ce projet-là. On parle d'arriver sans s'annoncer. Il y a un nouveau terme là, qui commence à être de plus en plus trendy, là, le tourisme autochtone. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est en plein développement, en plein essor. Je veux savoir, là, des principaux concernés, Richard, Amy, est-ce que c'est quelque chose, tout d'abord, que les communautés souhaitent? Est-ce que vous voulez développer ce créneau-là? C'est sûr qu'éventuellement, il va le devenir nécessaire de le faire. Mais je pense que il y a un contexte dans lequel on est actuellement pour y arriver là. Nous autres, on vient de finir de traverser un grand désert de défendus, puis tout ça, défense de chasser, de parler notre langue et tout. C'est comme un grand désert qu'on vient de traverser. Puis là, tout d'un coup, ça devient vert. Là, on peut commencer. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a tellement soif, puis on a tellement faim de notre culture qu'on va finir par s'étouffer si on prend pas le temps de le faire. Mais ça, c'est dans votre culture. Vous êtes un peuple qui aime prendre le temps. Non, mais j'ai appris ça avec Caroline Lemire et tout ça, que vous n'êtes pas stressé. Puis c'est beau, ça. C'est des belles valeurs. Vous prenez le temps de vivre, vous prenez le temps de respirer, d'absorber ce qui est autour de vous, de contempler ce que notre culture moderne oublie souvent de faire et qu'on aurait probablement... On oublie de respirer, je veux dire. On paye du monde pour nous aider à respirer, c'est facile, à ton goût. C'est comme si on nous demandait de remettre nos plumes pour prendre du service, là, tu sais. Ça se fait pas de même, là. On va y arriver tranquillement, pas vite. Il y a des exemples comme ça qui arrivent
à Sept-Îles, chez les Inuits. J'écoutais l'autre jour Evelyne parler de ce qui arrivait à un moment donné, il y a quelques années. Il y a un gros bateau de touristes qui arrive. OK? Le gouvernement, dans ce temps-là, avait donné beaucoup d'argent à la ville de Sept-Îles pour qu'ils puissent mettre ça beau, les quais, puis tout, mettre la peinture et tout. Quand les touristes sont débarqués sur le quai à Sept-Îles, la première chose qu'ils ont demandé, ils disent « Où est-ce qu'ils sont? » Ils parlaient des Inuits. Fait qu'il y a un autobus, 2 autobus, 3 autobus qui ont appelé d'urgence pour qu'ils embarquent les touristes, pour qu'ils les amènent à Maliotenam. Ils débarquent à Maliotenam, mais il n'y a personne qui est averti, il n'y a personne qui est prêt pour aller faire juste de la bannique dans le sable. Mais là, les femmes se sont grouillées le cul en tabarnouche pour aller leur montrer comment on fait ça. C'est juste que l'argent a été mal placé. Ils ne connaissaient pas du tout la gang de Sept-Îles qui avait des Inuits qui savaient faire du bannique sur le sable. Là, tu sais. Mais ça, c'est un thème qui revient souvent. On ne prend pas la peine assez de vous consulter, de discuter avec vous, ce que là, heureusement, l'université s'acharne à faire et fait bien. Donc, on va le souligner. Et pour revenir au sujet du tourisme autochtone, dans votre communauté, il y a un beau projet qui a vu le jour il n'y a pas longtemps. Là, vous avez ouvert carrément un hôtel. Ah oui, l'hôtel Roadway Inn. C'est ça, donc pour accueillir des touristes. Puis, oui, certainement. 36 chambres, on a une piscine, très bel hôtel. Une des rares, là, je pense que quand elle a ouverte, c'était une des premières piscines intérieures parce que les autres étaient fermées ou quelque chose du genre. Là, mais il n'y en avait pas d'autres là, pour un moment. Oui, c'est ça. Puis c'est le dernier hôtel avant que tu te rendes dans le Grand Nord. Là, fait que oui, on a beaucoup de gens qui arrêtent, surtout de la Cree Nation. Puis aussi, il y a le circuit Anissibi aussi qui va ouvrir en juillet. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Là. Non. Dans le fond, le projet Anissibi, ça va être un circuit qui va mettre de l'avant l'histoire de l'eau. C'est un circuit hydrique, quelque chose comme ça. Parce que Picogan, c'est près d'Amos, près des Esquerres et tout ça. On parlait de l'eau plus tôt. Oui, donc ça, c'est vraiment une belle collaboration qu'on a avec une ville allochtone. Puis là, ils sont venus nous chercher. On aimerait ça que Picogan soit là-dedans. Ils sont venus nous consulter. On a des gens des travaux publics qui travaillent là-dedans. Les aînés aussi de la communauté ils ont été sollicités pour leur savoir puis pour des légendes sur l'eau, parce qu'on veut mettre l'emphase sur l'eau. Sur ces histoires-là. Oui, puis l'objectif de ça, c'est de la conservation de l'eau, parce que les esquerres, l'eau, c'est précieux. Oui, c'est ça. Puis dans ce circuit-là, ils viennent à Picogan. Il va y avoir un méga gros tipi là, qui va se voir à partir de la ville d'Amos. Puis dans ce circuit-là, il va y avoir aussi le refuge Pajot, le lac Beauchamp et le puits municipal. Puis c'est Moment Factory qui ont... mon Dieu. Ouais, puis eux autres sont internationaux. Ben je pense qu'ils ont éliminé le pont Jacques-Cartier. Entre autres, là. C'est ça, mais on travaille en étroite collaboration avec Moment Factory. Fait que ça va ouvrir en juillet cette année, puis ça va être là... Ça va être où, ces installations-là? C'est autour du tipi? Oui. Okay. Puis il va y avoir... ça va être une expérience immersive qu'ils disent, là, que tu vas voir... Son et lumière et tout ça. Oui, tout ça. Là. Puis tu vas voir... à notre tipi à nous, ça va être en Anishinaabe, puis des légendes et tout ça avec des lumières. Les autres projets, je ne le sais pas. Il y a le refuge Pajot, le puits municipal, puis le lac Beauchamp. Je pourrais laisser Tourisme Abitibi parler de ça, là, mais tandis que nous, c'est un tipi permanent qui va être là à l'année longue. Surtout pour la saison estivale, là, c'est sûr, l'hiver. Est-ce qu'il y a d'autres belles initiatives comme ça qu'on connaît peu dans la région pour découvrir votre culture où les gens peuvent se rendre? Il y a le fort Obidjiway, est-ce que c'est comme ça qu'on le prononce? Fort Témiscamingue, là-bas où on parle un peu de... Le parc au Témiscamingue, je ne me souviens même plus du nom. Au parc au Témiscamingue. Tellement c'est prononcé en japonais, ce nom-là. Mais tu vois, on démarre. Oui, c'est ça. On est à la recherche encore des certains symboles qui nous appartiendraient à ça. Fait qu'on fait ces expériences-là dans le moment aujourd'hui avec du beau
beau puis du bon. Parce que ça va prendre forme, ça va prendre une autre forme qu'est-ce qu'on connaît là à un moment donné. Parce que la recherche va favoriser à un moment donné notre origine d'identité qui est Anishinaabe. Abitibi-Uni, ça vient de où, ça? C'est ça qui va favoriser ce genre d'exercice-là à Gain. Avec les enfants qui participent à ça, les moyens adultes et tout. Et puis surtout aussi, il faut revenir avec nos noms. Ben, moi, je travaille sur le Comité mondial pour la revitalisation des langues à travers la Richard, il est dans tous les comités. Il est impliqué partout. Parce que moi, je fais la promotion aujourd'hui pour les futures mamans de cette année, de nommer leurs enfants, leurs bébés dans leur langue maternelle. Un peu que ce que j'ai fait avec mes enfants. Migis, Wanaki, Minoé. Que tous les enfants portent leur nom d'origine. Moi, j'ai essayé de récupérer mon nom qui est Ijinaguzi, mais quand ils ont reçu le formulaire que j'ai demandé, il dit il faut changer la loi pour qu'ils puissent procéder à redonner mon nom. Parce qu'ils m'ont demandé de payer pour changer ça. Il dit « Fuck you, je ne paierai pas les erreurs que vous avez faites. » Ben oui. C'est à vous autres à les payer, ces erreurs-là. C'est pas moi. Fait que là, il faut changer la loi dans ce cas-là. Bon, ben, changez-la, la loi. Ça fait 5 ans que ça a été que ça avait été demandé, ça. Puis là, ben, la session se termine. La commission vient, ça. Il avait demandé là-dedans, La commission vient, il avait demandé que ça soit gratuit pour que les gens puissent récupérer leur nom autochtone. Oui. Puis ça fait partie aussi des recommandations de la commission de vérité. C'est l'article 17. J'ai pris une photocopie de l'article 17, je l'ai envoyé dans ma demande de réapproprier mon nom. Puis la seule réponse que j'ai eue, il faut attendre que M. Legault se penche sur cette question. Se penche sur cette question. Bon. Pas le faire, se penche sur la question. Il faut le faire. Ça va de soi. Ça devrait se faire, puis ça devrait venir avec des excuses. Il reste encore des progrès à faire, ça, c'est sûr. Ça fait partie des affaires à récupérer chez nous pour remettre en place notre identité, nos symboles, nos affaires pour qu'on puisse peut-être être plus reconnus avec nos affaires d'origine. Je comprends. Mais un beau projet, en tout cas, auquel vous participez, c'est justement le projet de Minwashin qui se concentre sur l'art autochtone. Justement, on a un segment qui approche avec certains artistes locaux. Mais avant de les accueillir, j'aimerais ça, si vous pouviez peut-être nous donner vos coups de cœur dans la communauté autochtone, des artistes qu'on connaîtrait peut-être pas, qu'on pourrait découvrir. Avez-vous des noms à nous donner? J'ai 56 noms à vous donner. un en particulier? Il y en a qui sont très connus. On n'a qu'à passer à Frank Paulson, puis Chevrier, Carl Chevrier, Virginia Pismapéou. Il revient avec son nom. Mais il y en a d'autres. Mais toi, Richard, qui vient de toucher en tant qu'artiste, là, personnellement? Carl Chevrier. La sculpture qu'il a faite à Pécougan. Ah ouais, ça, celle-là, là, c'est vraiment extraordinaire. C'est comme The Terminator. Tu sais, il a fait le même genre de matériel que Terminator, mais la statue qu'il y a là, il vient du passé. OK. Il arrive aujourd'hui, puis c'était la méthode d'enseignement qu'on voit là-dedans. Là. La maman avec le petit à côté. Puis c'est beau en tabarnak, cette sculpture-là. C'est vraiment... Moi, ça m'avait touché, ça. Et on a fait le dévoilement en septembre passé. On a aussi des Gracie Ratt. Elle est reconnue comme maître des patrimoines vivants. OK. Elle sait comment prêter tous les animaux, la fourrure, comment arranger tout ça. Puis, en plus, il prend son téléphone, là, puis elle se vidéotape pendant qu'il montre ça à des enfants de sa communauté. On a pris tout ce qu'il y avait dans son téléphone, on a fait un montage, puis on a envoyé ça à Patrimoine du Québec vivant, là, sans nécessairement attendre quelque chose en retour, mais elle a reçu le titre. Puis c'était le maître de héritage vivant là, pour l'année 2021.
J'étais tellement content de voir ça. C'est des travaux qu'on fait à un moment donné. Tu t'en vas dans les communautés, tu t'en vas chercher. Il y en a des artistes, il y en a des broderies. À Picogan, ils ont monté, ils ont créé l'équipe Mégis, là, avec... Ah oui, le comité d'artisanat, justement... Il y a des artistes là-dedans, des merveilleux artistes. Ça, c'est drôle. Écoute, j'écoute Richard, là, puis quand on a construit le pavillon des premiers peuples à Val-d'Or, il y a la loi du 1% dans les bâtiments publics pour les œuvres. Je sais où tu t'en vas. Puis quand le ministère, parce que le ministère de la Culture est autour du comité décisionnel, puis on dit, nous, on veut avoir des artistes autochtones. On dit, on pourra pas, on n'en a pas dans notre banque. mais pourquoi? Puis on dit, on va l'ouvrir dans les communautés, on a plein de partenaires, on va l'ouvrir. Ah, là, ils voulaient pas. Ça rentrait pas dans les petites cases du ministère. Fait que là, on a fait une montée de lait. On a fait une montée de lait pour finalement... On leur a dit, écoutez, là, vous avez une opportunité de rentrer des artistes autochtones dans votre banque que vous n'avez pas. Fait qu'ils ont accepté. On a réussi à avoir ça. Puis finalement, on a eu à peu près une douzaine de candidatures. Puis là-dessus, ça a permis d'avoir une douzaine d'artistes autochtones qui ont pu récupérer. Ça a été vraiment extraordinaire. Mais si on s'était buté... Vous avez fait le magnifique tipi comme intérieur au pavillon de Val-d'Or. Là, c'est vraiment magnifique. C'est un artiste autochtone qui l'a réalisé? C'est pas l'artiste qui a fait le tipi. En fait, l'œuvre d'art est à l'extérieur. C'est une fresque finalement extérieure par l'artiste Huron-Wendat, Ludovic Bonnet. C'est lui qui a été sélectionné là, dans le concours. Là. Il y avait 3 artistes. Il y avait tout sur la douzaine de candidatures, il y en a 3. Il y a eu un concours d'architecture, puis d'œuvres d'art, puis c'est Ludovic qui a été retenu. Mais le pavillon, en fait, quand il a été pensé, imaginé, on avait nos partenaires autochtones autour de la table. Puis on a dit, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on représente à l'intérieur de ce pavillon-là? Fait que l'architecture du bâtiment découle des discussions avec nos partenaires. Mais bref, si on s'était buté au nom du ministère de la Culture à l'époque, ça serait terminé là. Ça serait terminé là, puis mais il a fallu convaincre. Ouais, convaincre, c'est un mot gentil, disons. Ajouter de nouvelles cases. Exactement. Mais c'est pas simple. Fait que je peux penser, là, juste pour changer un nom, là, c'est un méchant C'est tout en votre honneur. Et là, on a un humoriste avec nous autour de la table. Est-ce qu'il y a des humoristes autochtones? C'est rien que ça qu'on a. Oui, c'est ça. Toutes nos phrases sont toujours un double sens, un triple sens, même un 4e sens à tout nos vocabulaire. Ça dépend de la situation dans laquelle on est. Mais dès qu'on parle notre langue, on part à rire. Pour vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est drôle. C'est tout le temps celui qui rit le plus fort, puis c'est la gang, puis on a bien du fun entre nous. C'est contagieux. Oui, tu peux pas être triste à travailler ou à côtoyer des Autochtones. C'est impossible d'être triste. Vous êtes toujours en train de rire. Même s'il arrive de quoi, c'est pas grave, là, puis on rit, puis c'est pour ça que Serge Bouchard il disait le peuple rieur, là, mais il avait absolument raison, là, parce que même dans des situations, on est capable quand même de trouver l'humour à travers ça. Puis des fois, c'est l'humour qui nous aide à traverser certaines périodes qui peuvent être difficiles. Très difficile. C'est une belle qualité. Moi, je dis toujours que c'est le premier don que le Créateur nous a donné. C'est le sens de l'humour. Ben oui. C'est grâce à ça qu'on survit. Ça aide, hein, Cathy? Tu connais toute l'importance oui, absolument. de l'humour. Ça aide justement à dédramatiser beaucoup de choses. Oui, exactement. Puis, avoir un pas de recul puis regarder ça d'un œil différent. Oui. Notre segment déjà achève tranquillement. Avant ça, je vous avais envoyé un document. Je ne sais pas si vous avez tout eu l'occasion de le lire, mais avec des petites questions que peut-être je vous poserai. J'ai envie de vous poser, avant qu'on se laisse, celle-ci. Pourquoi vous êtes amoureux de votre région? Qu'est-ce qui vous attache, au-delà de, bien sûr, vos racines, vos familles et tout ça? Qu'est-ce qui vous charme en Abitibi-Témiscamingue? Ça fait 9000 ans qu'on est ici. Oui. Mais là, il ne faut pas rester par défaut. Là. Je veux savoir pourquoi vous restez. Pourquoi que mes ancêtres ont resté ici? C'est parce que c'est le plus beau pays du monde. Tout simplement ça. Pourquoi c'est le plus parce beau pays? qu'ils trouvaient tout ce qu'ils avaient besoin pour être heureux. C'est simple. Il ne faut pas compliquer les affaires. Non. C'est pas un seul endroit qui fait qu'on est amoureux, là. C'est parce que c'est la vie qu'on vit sur le territoire qui nous rend amoureux de vivre ici. Moi, je suis toujours amoureux. Toujours amoureux de votre région, même je peux tomber en amour avec un homme, comme je peux tomber en amour avec une femme. Puis c'est toujours être en amour. Rien de plus plaisant que d'être en amour, non? En plus, on dit tomber en amour. J'ai connu une femme qui m'a dit, faut pas dire tomber en amour, il faut dire monter en amour. Fait que quand tu regardes d'en haut l'Abitibi, tu vois que c'est le plus beau pays.
Amy? Excusez, oui. Pourquoi que j'aime... Moi, j'ai déjà habité à Montréal pendant 4 ans. Ouais. Puis, pour vrai, à la fin de mon 4 ans, là, je faisais comme de l'anxiété. J'avais jamais vécu ça, moi, de l'anxiété. Puis, tu sais, je m'ennuyais du côté communautaire. Tu sais, oui, à Montréal, tu pouvais être, puis tu pouvais faire ce que tu voulais. Tu sais, ici, le Walmart, là, il est à Val-d'Or, là, si je veux aller magasiner. Mais quand je suis retournée chez nous, là, c'est là que je me suis dit, mon Dieu, je repars plus d'ici. Là, tu sais, toute la grandiosité des forêts puis des rivières. Tu sais, l'autre fois... ma cousine a dit, hey, on s'en va-tu descendre la rivière Ricana? Puis, Colin, j'ai eu du fun, mais j'ai eu peur aussi parce qu'on a traversé des rapides, tu sais. Mais après ça, tu sais, de dire que je vis dans la paix comme ça, parce qu'il y a un terrain de jeu incroyable. Ouais. Puis, crime, je peux aller où je veux, puis... cette fois-là, cette liberté-là. Ouais, que j'avais pas à Montréal. Puis à Montréal, oui, j'avais des amis, mais c'était pas ma famille, c'était pas ma communauté, c'était pas des gens avec qui j'avais été à l'école. Moi, là, j'ai des amis là, qu'on se connaît depuis la maternelle 4 ans. Puis aujourd'hui, nos enfants, ils vont dans la même école. On revient aux gens, comme on dit. Depuis le début, on l'aspect communautaire. Puis, quand tu vas visiter quelqu'un à son camp, mais c'est tout le monde ensemble. On partage ensemble, on va chasser ensemble, puis on cuisine ensemble, puis on rit ensemble. C'est vraiment ce côté-là qui m'a beaucoup manqué à Montréal. Ouais. Magnifique. Vincent? Écoute, pour moi, là, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est la terre, le pays de toutes les possibilités. En fait, ici, là, t'as une idée, t'as un projet... Ouais. Tu peux faire à peu près tout ce que tu veux, puis les gens vont te supporter dans tes initiatives. En fait, l'Abitibi-Témiscamingue, là, c'est un diamant brut, vraiment, là. Puis des fois, je me dis, je suis pas sûr que je veux qu'on le polisse tant que ça, parce que c'est notre diamant à nous, puis on est bien ici, là. Mais en même temps... Là. Ah oui, mais... Le slogan « Douce rebelle », là, je trouve que c'est ça. Exactement, mais on est des gens hyper accueillants, vous l'avez nommé, mais... Quelqu'un qui vient en Abitibi-Témiscamingue, là, puis qui veut se réaliser, là, c'est clair qu'il va trouver un terreau fertile. Il y a une belle université pour l'accueillir. C'est la plus belle des universités. Formidable. Faut le souligner. Et là, pour les gens qui sont en voiture, justement, on doit être proche du lac Simon, un petit peu. Donc, si vous avez de l'essence à mettre, allez les encourager. Une nouvelle station-service, un peu comme l'hôtel à Picogan, c'est des employés autochtones qui travaillent là. Ça fait des retombées dans la communauté. C'est vraiment des entreprises qui sont... On n'est pas habitué à ça, nous, dans nos communautés, mais ils sont propriétaires de l'hôtel, sont propriétaires de la station-service, et tous les profits, vont directement dans ces communautés-là. Donc, n'hésitez pas à les encourager. Sinon, à vous trois, je vous dis un grand merci. On continue la réconciliation, on continue le travail. On a fait un petit pas aujourd'hui, j'espère. Merci beaucoup tout le monde. Merci.